C'est-à-dire que l'Est du Congo, excusez-moi un peu de vous le dire, mais c'est un peu comme un hold-up que les Belges ont fait. En réalité, d'abord, les frontières à l'Est du Congo ont été fixées en 1910-1911. Ouais. Donc, quand on découpait à Berlin, comme on a dit, c'était des proto-États. Bon, je n'aime pas trop les thèmes proto-États. Je n'aime pas trop emprunter les thèmes des intellectuels européens qui sont venus ici, qui ont considéré qu'ils étaient parmi les sauvages, qu'on n'avait même pas de liens entre nous, entre père et mère, il n'y avait pas de liens. C'est ça, sauvage. Ouais. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de liens, même d'affection naturelle entre papa et fils, des liens entre vous et un roi. Et bon, ce que vous appelez des royaumes, il y avait quand même des grands royaumes comme le royaume Congo, le royaume Rwanda, le royaume Lunda, peut-être à la limite. Mais il y avait aussi à chaque Africain une dynastie, parce que tout Africain était dynastique. Je pouvais aller quelque part avec 4 et 5 femmes, j'ai fait au moins plus ou moins 100 enfants, je deviens mon roi moi-même à ma façon, mais tout en partageant la même langue avec les Yansi, où on se divise un peu, nous on devient des Dinga, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment aussi dans tous ces royaumes une structure aussi organisée que le royaume Congo, pour le royaume Congo qui avait même des missions diplomatiques à l'étranger. Il n'y avait pas de royaume aussi structuré que le royaume Rwanda, qui était un État qui avait déjà plus ou moins 1000 ans, parce que quand les Blancs arrivent, il y a 25 dynasties qui se sont succédées au Rwanda. Et c'était un État-nation. Vous partagez la thèse selon laquelle ça s'étendait jusqu'à la région. Oui, ça s'étendait parce que si vous prenez le lac que vous appelez Albert, vous voulez vous poser comment, depuis quand Albert peut avoir un lac au Congo. Ouais, c'était le lac Rutshangige. Pourquoi Rutshangige? Parce qu'il y avait une invasion des criquets qui s'est échouée là, net. Que le roi du Rwanda, qui était le souverain de cette partie, a dit c'est le lac Rutshangige. Même aujourd'hui, quand vous arrivez, certains autochtones de là l'appellent comme ça. Il y a des coins comme Nirangongo. Ne pensez pas que c'est les Blancs qui ont décidé que c'est Nirangongo. Nirangongo, c'est la porte du diable à Kinyarwanda. Si vous voyez le Cameroun, ça c'est une localité, mais qui signifie un roi vous est né en Kinyarwanda. Pourquoi? Parce que le roi Moutare est né là-bas. Il ne faudrait pas... Je sais qu'il y a une rwandophobie actuellement à cause de la recrudescence des conflits, mais nous ne devons pas politiser la science aussi. Comme le fait, je regrette beaucoup le professeur Ndaiwel qui commence à politiser un peu l'histoire, parce que vous savez que l'histoire n'est pas totalement aussi politiquement neutre. Il y a une histoire officielle qui veut être politiquement correcte, mais il y a aussi une histoire réelle. Et qui ne peut pas être démenti, parce que quand vous prenez Rumarangabo, c'est là où les soldats sont morts. Donc vous remettez en question, je ne remets en question rien. Cette bibliothèque. Je ne remets en question rien. Je dis tout simplement qu'il ne faut pas aussi sanctuariser. On s'ajoute. Ne sanctuarisez pas Ndaiwel, parce qu'il y a une histoire juridique que moi je peux lui apprendre de nos lois, comment est-ce que la nationalité a commencé. Par exemple, la première loi de la nationalité, c'est une loi qui a été prise en 1892 qui disait que est Congolais tout celui qui est né au Congo. C'est comme ça que l'histoire de la nationalité commence. Parce que l'État indépendant du Congo n'est pas né une colonie, c'est né un État avec une monnaie, un drapeau et une armée. Vous comprenez? Comme quand vous parlez de postes, par exemple, les postes les plus éloignés à l'Est, c'était les postes de Stanleyville. C'est qui circule. Et les postes de Stanleyville, qui était le point le plus avancé de la colonisation, qui est entré par les Bas-Congo, n'allait pas jusqu'à Goma. En fait, l'occupation n'a pas commencé avec les Belges. Avant les Belges, les Arabes étaient là. Parce que les Tananarivo ou les Zanzibar, c'est les Arabes qui ont... Les soldats soudanais, qui ont cohabité avec les peuples locaux pour construire... Il y avait déjà des postes, des postes arabes. Kassongo était un poste important. Oui. Parce que pour avoir les esclaves... C'était une forme de colonisation. Oui, parce qu'il y avait des postes. Parce qu'on arrêtait les... Quand on parle des traites, la traite, c'est pas seulement vers les Amériques. La traite passait également vers les pays arabes, par Zanzibar. Et donc, il y avait des postes où on arrêtait les gens, où on portait l'ivoire, parce que pour avoir l'ivoire, il fallait avoir des porteurs. Et les porteurs, c'est des esclaves. Donc, il y avait des postes pour porter et pour aller vers Zanzibar. Et donc, toutes ces grandes villes que nous avons à l'Est, Kassongo, ont subi l'influence islamique. Et il faut ajouter que la conférence de Berlin, où l'AIA qui a construit, est né autour, entre guillemets, de la volonté de combattre les Arabes. Les Arabes, oui. Voilà. Ne jamais oublier que le Congo est né autour de cette volonté de libérer les Congos des Arabes, de l'influence arabe qui maltraitait, et ainsi de suite. Donc on n'est pas très loin des conditions qui, historiquement, ont participé à la création du Congo. Cette influence-là est importante. Maintenant, l'islam a beaucoup de courants. Est-ce qu'au Congo, le ministère de l'Intérieur, particulièrement la direction des cultes, gère sérieusement la problématique
de l'installation des courants islamiques au Congo. Non. Puisqu'il y a des courants radicaux et des courants, je dirais, modérés. Même ici à Kinshasa. Même ici à Kinshasa. Radicaux. Mais oui. Mais oui. C'est-à-dire Désolé. Hein. il y a une question plus complexe qui est celle de la capacité de l'État à gérer cette problématique-là, qui est réelle et qui trouve des terreaux très intéressants. Alors, en termes de moyens et de capacités de recrutement, parce que je vais vous laisser la question là. Mais quand vous perdez la capacité d'avoir le soutien de l'État, comment un mouvement, entre guillemets, groupe armé terroriste se développe? Mais il construit des alliances locales. Il met en place des réseaux de trafic clandestins, notamment autour des minéraux. Et donc, il y a tout un réseau de trafic illicite de minéraux Qui permet à ce groupe qui permet à ce groupe, mais ça se passe avec des alliances locales, avec les hommes d'affaires locaux. C'est un réseau qui s'est constitué, qui c'est est une économie de guerre. C'est une économie de guerre avec des alliés transfrontaliers qui servent également à écouler ces minéraux-là. Et donc, vous avez un mode de recrutement à la fois par la fidélisation forcée, à la fois par l'appel au djihad international, de tout ce qui vient, et après, des capacités de financement par des trafics. Il y a la souche et l'origine. Il y a l'arbre généalogique. Beaucoup ont oublié cette notion-là. Et je crois que nos enfants qui étudient actuellement, on ne leur apprend pas la souche, l'arbre généalogique, l'origine. On pense que... On apprend les Diogokao, on apprend les... Oui, mais ça ne nous avance pas. Il faudrait que les gens comprennent pourquoi on parle du Kasaï, pourquoi on parle du Katanga, pourquoi on parle du Congo. Hein? République démocratique du Congo, mais on parle du Congo, l'aîné Congo. Pourquoi? Il faudrait qu'on rentre dans ces vraies histoires et que les gens comprennent et que maintenant les scientifiques sortent une ébauche qui permettrait aux juristes de poser les jalons. Conférence nationale sur la question d'identité. Il faut, c'est très important, sinon le cycle de violence reviendrait, le conflit de légitimité reviendrait, l'histoire de 100% de père et de mère reviendrait. Mais c'est ça, cette histoire d'ailleurs de 100% de père et de mère. Si on ne connaît pas bien l'histoire de la RDC, vous risquerez de vous cramponner à ça. Ah, ceux qui se comprennent dans ça ne maîtrisent pas l'histoire. Ils ne maîtrisent pas. Même le concepteur... Ils ne maîtrisent pas parce que, allons dans la logique où... c'est vrai qu'il y a des Congolais de allons dans la logique où nous sommes chez Tiani Mwadianvita, propriétaire de ce concept-là. Vous êtes sûr qu'au Kasaï, tous ceux-là qui sont sur l'espace Kasaï sont 100% Kassaïens? Partout les Blancs sont entrés, partout les Arabes sont entrés, partout ils ont laissé leurs graines. C'est partout. Ça dit que, attendez, pour recouvrer cette histoire de 100%, ce n'est pas une mince affaire en République démocratique du Congo. Nous devons nous mettre d'accord, nous devons décider sur notre devenir entre peuples, entre plusieurs peuples. Et maintenant, nous formerons, dans toutes ces nations-là, nous allons créer cette nation à laquelle faisait un peu allusion. On peut faire marche arrière. Non, on ne fait pas marche arrière, on avance. Parce que nous sommes en train d'aller sur des bases du séparatisme. C'est pourquoi Maître Thomas parlait de la disparition de l'État. Autrefois, j'en ai parlé. C'est ce séparatisme dans lequel nous sommes plantés. Écoutez, pourquoi doit-on voter un député originaire d'un coin où il n'est même pas né et il revient à Kinshasa pour représenter les gens de ce coin-là?